responsable de formes mortelles. Heureusement, il est rare. Et sur le plan morphologique, il ressemble exactement au Plasmodium malariae. Et le paludisme est une maladie qui n'est pas contagieuse. Donc, elle ne se transmet pas d'interhumain à interhumain. Pour qu'il y ait transmission du paludisme, il faut qu'il y ait l'anophèle femelle qui va piquer un sujet malade, va prendre les protozoaires et va piquer un autre sujet sain et elle va lui transmettre la maladie. Donc, interhumaine, pas de paludisme. Il n'y a pas de paludisme interhumain. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Voici M. Lavrant qui découvre le paludisme, donc qui a mis en évidence l'hématozoaire à Constantine, les années 80. Bon, là, on voit l'anophèle, le moustique responsable qui est vecteur, donc responsable dans la transmission du paludisme. On va schématiquement parler un petit peu du cycle parasitaire qui est très complexe et la complexité de ce cycle parasitaire rend compte de la difficulté de trouver jusqu'à maintenant un vaccin. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas de vaccin contre le paludisme. Alors, l'anophèle, hématophage, elle pique, infectée bien sûr, elle pique l'homme sain, elle lui injecte une quantité importante d'hématozoaires qui pénètrent, c'est des sporozoïdes, qui pénètrent directement dans le foie par voie hématogène. Ils arrivent au niveau du foie, ils vont se multiplier. Il y a certaines qui restent sous forme hypnozoïde, qui peuvent se réveiller après plusieurs années, et ça concerne les ovalés et les vivax. C'est pour cela que dans notre pays, le vivax donne des rechutes. Sinon, ils vont quitter après plusieurs multiplications, ils vont quitter le foie, les hépatocytes vont libérer les sporozoïdes, ils vont pénétrer dans le sang, ils vont attaquer les hématies, ils vont se multiplier à l'intérieur des hématies, et puis les hématies vont éclater. Elles vont être détruites. Et ainsi de suite, une fois le parasite quitte l'hématie, il va pénétrer, il va infecter d'autres hématies, et après plusieurs stades, il va atteindre la forme gamétocyte, et de là, une anophèle, elle vient, elle pique l'homme infecté, elle prend les gamétocytes, et elle va avoir un autre cycle dans le tube digestif de l'anophèle. Il va y avoir donc transformation des gamétocytes en gamètes et fécondation. Donc il y a fécondation, il y a formation d'œufs, et les œufs donc vont être en concentration importante au niveau, vont libérer des sporozoïdes qui vont être en concentration importante dans le tube digestif, surtout la salive, et là, l'anophèle, elle est prête à piquer une autre personne saine. Et ainsi de suite. Alors, sur le plan clinique, après, comme toute maladie infectieuse, après une période d'incubation silencieuse qui passe, j'ai oublié de vous dire, dans la phase hépatocytaire, quand les hématozoïdes arrivent au niveau des hépatocytes, il n'y a aucune symptomatologie clinique. Elle correspond à la phase d'incubation. C'est lorsqu'ils atteignent les hématies, ils entraînent une hémolyse importante qu'il y a la symptomatologie clinique. Donc, après une période d'incubation silencieuse variable selon l'espèce plasmodiale en cause, donc de 1 semaine, 2 à 3 semaines, il y a un accès de primo-invasion. Les signes cliniques commencent à apparaître. C'est des signes cliniques qui ne sont pas très spécifiques. Par exemple, un syndrome grippal, surtout embarras gastrique, douleur abdominale, des vomissements, une diarrhée, des céphalées, on peut avoir un herpès labial, donc c'est des éléments qui ne sont pas spécifiques, donc le diagnostic est rarement posé à ce stade, si ce n'est la notion de séjour en zone endémique qu'il faudra rechercher devant tout malade qui présente un tableau d'embarras gastrique. Après survient l'accès franc-palus qui est très typique du paludisme, mais qui n'est pas toujours retrouvé. C'est la fameuse triade frisson, fièvre et sueur. Mais il ne faut pas s'attendre à trouver ces éléments pour penser au diagnostic de paludisme. Parce que l'urgence dans le paludisme, c'est la forme
neurologique, c'est le neuropaludisme qui est la plus grande urgence en parasitologie. C'est le neuropaludisme qui est dû au Plasmodium falciparum. Les autres espèces, elles ne donnent pas de forme grave. Nous, on craint le Plasmodium falciparum. Et sur le plan clinique, il n'y a pas de différence. Si ce n'est, c'est la gravité du tableau clinique, mais un neuropaludisme peut se présenter au départ par une forme simple qui, en absence de traitement, elle peut évoluer vers la forme neurologique. Donc, devant toute fièvre chez un sujet qui revient d'une zone d'endémie palustre, il faut penser au paludisme jusqu'à preuve du contraire. Devant tout trouble neurologique chez un sujet en revenant d'une zone d'endémie palustre, il faut poser directement le diagnostic de neuropaludisme. Il s'agit du Plasmodium falciparum et prendre en charge le malade en urgence. L'accès de réviviscence, donc il correspond à des accès qui surviennent à distance. Il est dû à la schizogonie hépatique. On avait dit tout à l'heure que pour certaines espèces telles que Ovalée et Vivax, hépatocytes, elles ne quittent pas le foie, sous forme hypnozoïde, comme hypnose. Et après quelques années, elles peuvent se réveiller et donc donner ultérieurement un paludisme. Et dans le traitement, c'est important de savoir est-ce qu'il s'agit du Vivax ou autre, ou falciparum, en même temps parce qu'il y a des antipaludiens qui agissent au niveau hépatique, donc ils évitent les rechutes chez les malades. L'immunité, c'est important d'en parler. Alors, l'immunité, elle est acquise. On peut avoir une immunité, mais elle est incomplète et elle n'est pas définitive. Et elle ne concerne que les sujets qui habitent en zone d'endémie, les sujets autochtones qui habitent en zone d'endémie. Les sujets qui n'habitent pas en zone d'endémie n'ont pas d'immunité vis-à-vis du paludisme. Il faut être au contact avec plusieurs infestations pour acquérir cette immunité qu'on appelle une prémunition. Et elle survient après l'âge de 5 ans. C'est pour cela que tout à l'heure, on avait dit que le plus grand pourcentage de mortalité survient chez les enfants de moins de 5 ans, parce qu'ils n'ont pas cette prémunition, ils n'ont pas cette immunité. Alors que les autres, à force d'être au contact avec ce plasmodium, ils acquièrent une certaine immunité, donc ils font des formes moins graves. Tandis que les enfants qui n'ont aucune immunité vis-à-vis de ce plasmodium, ils font des formes graves et donc le décès et la mortalité, elle est élevée. Alors, comment poser le diagnostic? On l'a dit tout à l'heure, toute fièvre chez un sujet qui revient d'une zone d'endémie palustre est un palud jusqu'à preuve du contraire. Même s'il est soumis à une chimioprophylaxie correcte à 100%, la chimioprophylaxie ne protège jamais à 100% contre le paludisme. Il y a toujours un risque. Donc, devant tout trouble, il faut faire la goutte épaisse et le frottis pour confirmer le paludisme. L'évolution, donc, bien sûr, dépend de la rapidité et de la qualité du traitement. Si on diagnostique le malade précocement, on le traite correctement, normalement, l'évolution est favorable. Là, c'est les différents critères décrits par l'OMS, c'est des critères de gravité qui indiquent que ce malade fait une forme neurologique, c'est l'accès pernicieux, c'est-à-dire c'est l'accès grave, c'est le neuropaludisme. Donc, basé sur des éléments cliniques et biologiques, par exemple un coma, des convulsions généralisées en général, deux convulsions par jour, un choc, syndrome hémorragique, hypoglycémie, une anémie sévère, une insuffisance rénale, une leuconeutropénie sévère. Donc, c'est les signes à garder en tête pour penser, pour craindre le neuropaludisme. Parce que c'est lui qui fait la gravité du paludisme. On craint le paludisme parce qu'il y a le Plasmodium falciparum. C'est possible que ce malade est infecté par un Plasmodium falciparum. C'est la seule forme qui est grave dans le paludisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.